Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du débrief sur Médian. Merci de nous rester fidèles. En Centrafrique, le président Faustin Archange Touadéra a décrété le 15 octobre dernier un cessez-le-feu unilatéral avec les rebelles. La coalition patriotique pour le changement dit avoir pris acte de la décision. Ce cessez-le-feu sera-t-il respecté par les différentes parties prenantes? Allons-nous vers un retour effectif de la paix et de la stabilité dans le pays? Les réponses seront en première partie d'émission. Au Soudan, la situation reste tendue entre le Premier ministre et les militaires. Cela fait suite au refus d'Abdallah Hamdok de présenter la démission de son gouvernement. Quelles conséquences ce différend pourrait avoir sur la stabilité du pays? Allons-nous vers un blocage de la transition au Soudan? Les réponses en seconde et dernière partie d'émission. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Alpha Wali Diallo. Vous êtes spécialiste en relations internationales. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour moi, Daouda. C'est toujours un plaisir de revenir dans cette maison pour participer à la discussion et à l'éclairage de l'opinion africaine, et surtout si je retrouve un talentueux petit frère en la personne de Cheikh. Plaisir partagé, Alpha. En face de vous, M. Cheikh Sadibou Ndiaye, également spécialiste en relations internationales. Merci également d'être avec nous. Je vous remercie, Daouda. Je vous remercie pour l'invitation au débrief. Je suis aussi fier d'être en face de mon doyen, Alpha Wali Diallo. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de partager ce plateau. Merci. Je reste d'ailleurs avec vous, cher Sadibou. Le président Touadéra a annoncé la fin des opérations militaires sur tout l'ensemble du territoire. Quelle analyse aujourd'hui faites-vous de cette décision, de ce cessez-le-feu-là? D'abord, pour analyser ce que Touadéra vient de faire, cette décision qu'il vient de prendre, il faut aussi parler du contexte. Comme que la Centrafrique était longtemps dominée par des problèmes ethniques entre différentes communautés. Donc il y avait la guerre pratiquement, il y avait des exactions, des crimes contre l'humanité, si on peut dire cela. Maintenant, actuellement, Touadéra a usé, comme il l'a dit, il faut user de tous les moyens pour faire ramener la paix. Donc il faut faire deux lectures par rapport à cette décision qu'il a prise. C'est-à-dire que Touadéra veut montrer au monde et à la communauté internationale qu'il est en train de prendre le dessus, qu'il est en train de vraiment gérer le pays par rapport à ce qui se passait avant. L'autre lecture aussi qu'il faut faire, c'est l'aspect humanitaire, car le pays était déchiré, les problèmes économiques empêchaient pratiquement la population centrafricaine de vaquer à ses occupations. Mais cher, le pays reste toujours déchiré dans la mesure où il y a certains groupes rebelles qui existent toujours dans le pays. Oui, il y a certains groupes rebelles qui existent dans le pays, mais le fait que Touadéra décrète un cessez-le-feu unilatéral montre qu'au moins il contrôle les choses, il est au-dessus pratiquement de toutes ces groupuscules-là qui revendiquent des choses au niveau de la Centrafrique. Donc tout simplement pour dire que Touadéra, actuellement, il profite aussi de la situation, il veut ramener la paix dans son pays. Il a dit qu'il faut user de tous les moyens pour ramener la paix. Parce que la Centrafrique n'a pas besoin de vivre les situations qu'il a déjà vécues avant. Donc je pense que c'est en son honneur. Il faut le féliciter, l'encourager aussi, l'appuyer. Je pense que l'Union africaine et l'organisation sous-régionale aussi au niveau de l'Afrique centrale doit appuyer Touadéra concernant cette décision-là. Appuyer Touadéra, nous allons revenir sur ça. Alpha Wali Diallo, le pays n'en est pas à son premier accord de paix. D'autres accords de cessez-le-feu avaient également été enregistrés dans le pays. Aujourd'hui, est-ce que cet accord-là, ou bien ce cessez-le-feu unilatéral, pourrait constituer l'exception, si je peux le dire ainsi? Je crois, ouais. Parce que c'est une déclaration unilatérale de cessez-le-feu qui fait suite à une victoire militaire des FACA avec le soutien des forces russes et rwandaises qui ont réussi à bouter les rebelles hors du territoire. Et actuellement, à l'heure où on vous parle, presque, je crois, 90% du territoire centrafricain a été repris par le pouvoir de Bangui, pacifié. Et maintenant, ce qui reste, il faut voir que derrière cette décision, il y a dernièrement un sommet qui s'est tenu à Luanda,
sous les auspices du président. D'ailleurs, c'est lors de ce sommet à Luanda que le président Touadéra avait pris l'engagement d'observer cet accord de sécurité. Il a pris cet engagement parce qu'il a eu une victoire militaire et ses pairs lui demandaient de faire une déclaration solennelle de cessez-le-feu pour amorcer la réconciliation. Là aussi, il y a un problème parce que Touadéra leur a dit vous ne pouvez pas me mettre au même niveau que des rebelles. J'ai gagné, j'ai pacifié. Maintenant, il faut prendre attache avec ces rebelles pour qu'ils sachent que s'ils veulent la réconciliation, s'ils veulent un pardon, qu'ils déposent les armes et qu'ils reconnaissent. Alpha, concernant ces rebelles-là, certes 4 ont accepté de respecter ce cessez-le-feu-là, mais il y a 2 autres qui pour l'instant ne sont pas encore concernés ou bien n'ont pas encore répondu favorablement, même si le président Touadéra leur a également lancé un appel. Donc qu'en est-il? Si un certain nombre de rebelles est OK pour le cessez-le-feu ou bien est d'accord avec ce cessez-le-feu-là et d'autres sont contre ou bien n'ont pas encore donné avis favorable, aujourd'hui, est-ce que cela ne risque pas de biaiser également? Le principal chef rebelle qui était derrière la déstabilisation de la RCA, c'est Bozizé, qui était soutenu des forces qu'on connaît et qui est à la lisière de la frontière entre la RCA et le Tchad, parce qu'il bénéficie de parenté tchadienne. Maintenant, les Ali Darassa et tout ça, ils ont été défaits militairement. Bambari, son fief, a été repris et les choses ont changé. C'est vrai, ce sont des gens qui sont dans la négociation pour voir qu'est-ce qu'il adviendra d'eux après. Hein? Et je crois qu'à Luanda, les discussions sont beaucoup orientées sur cet aspect. Donc, Touadéra a joué sa part. Il appartient à ceux qui les avaient conviés à Luanda autour du président angolais de parler avec ces personnes pour qu'ils puissent accepter qu'il y a eu une victoire militaire. C'est-à-dire à la table, s'il doit y avoir négociation, à la table de négociation, ce ne sera pas 2 parties de force égale. Ce sera le représentant légitime de la RCA qui va recevoir les excuses de repentis. Cher, pour ce qui est des excuses de repentis, Bozizé et la coalition des forces patriotiques pour le changement, eux parlent déjà de violation de cet accord de cessez-le-feu par les forces loyalistes. Ils accusent déjà les partenaires russes de Bangui d'avoir commis des exactions durant ce cessez-le-feu-là. Donc le contingent russe, est-ce que cela ne risque pas de constituer un boulet au pied de Touadéra? Je pense que cela ne va pas constituer un boulet au pied de Touadéra. Car comme vous le savez, l'intervention de ces forces russes-là, aux côtés des forces rwandaises et des forces centrafricaines, ont permis à Touadéra de reprendre la main, de vraiment pacifier le pays. Pratiquement, comme l'a dit le doyen. Mais ils sont également accusés d'exaction. Ils sont aussi également accusés d'exaction, mais le camp de Touadéra aussi accuse d'exaction ces rebelles-là. Parce que comme vous le savez, la rébellion, des fois, c'est pas vraiment, ils ne font pas des cadeaux à la population. Donc tout ce qu'on peut dire actuellement, c'est que Touadéra, il est en train de reprendre le dessus, il est en train de reprendre la main par rapport à ce qui se passe en Centrafrique. Ce pays était déchiré par la guerre, par ces problèmes ethniques. Mais Touadéra a tout fait avec l'intervention des forces rwandaises et des forces russes. Mais ce qui est extraordinaire aussi, il faut le souligner, l'Occident, la communauté internationale accuse même ces forces russes-là d'avoir capté la manne financière, la manne économique de la Centrafrique au profit de leur intervention. Ce que Touadéra a même démenti lors d'une interview que j'ai regardée. Il a carrément affirmé que la Centrafrique est un pays libre, est un pays démocratique. La Centrafrique a le droit de choisir ses partenaires. Donc je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, d'accompagner ce pays, tout simplement de l'aider à... Mais restons chers avec les partenaires de la Centrafrique. Tantôt on nous parle du groupe Wagner, tantôt on nous parle de contingent russe. Qu'en est-il réellement en fait?
On a l'impression que Wagner existe sans pour officiellement exister en fait. Oui, mais Touadéra affirme carrément qu'il a eu à parler avec Sergei Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères russe, et d'autres partenaires comme Paul Kagame, comme les Rwandais, qui les ont aidés. Mais Moscou refuse de reconnaître une proximité avec ce contingent russe-là, en fait. Oui, mais le problème, c'est que Wagner est une force paramilitaire qui intervient un peu partout. Wagner est intervenu en Syrie, Wagner est intervenu dans d'autres pays, mais Wagner, c'est un groupe privé qui intervient, que l'État centrafricain, qu'ils le disent officiellement ou officieusement, a utilisé peut-être pour intervenir dans certaines zones phares au niveau de la Centrafrique pour se débarrasser pratiquement de ces rebelles-là qui faisaient des exactions, qui faisaient des crimes contre l'humanité. Donc je pense que l'intervention rwandaise et l'intervention russe doivent être centrées dans un cadre de se débarrasser de certains groupuscules qui vraiment n'amenaient pas la paix au niveau de la Centrafrique, qui voulaient vraiment diviser ce pays-là. Et ces groupuscules rebelles-là utilisaient des armes plus modernes que l'armée centrafricaine. Donc c'est ce qui est un peu incroyable. Maintenant, on a vu que l'intervention même de ces troupes russes ont permis aussi la formation. Il faut le dire aussi, l'intervention de ces troupes russes ont permis la formation de plusieurs militaires centrafricains. Et la Russie aussi a eu à vendre des armes, parce qu'il y avait un embargo sur la vente des armes. Touadéra même l'a dit, mais ses partenaires russes et rwandais lui ont permis d'avoir aussi légalement des armes pour pouvoir intervenir dans certaines zones. Donc je pense que Touadéra actuellement, il mérite d'être félicité parce qu'il commence à reprendre le dessus. Maintenant, ce qui reste, c'est de préparer un processus démocratique qui va permettre au pays de vraiment retrouver le chemin de la paix. Mais avant ce processus démocratique-là, Alpha, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres choses à régler? Il a parlé tout à l'heure de la question des forces armées centrafricaines. On sait que c'est un réel problème également. La formation et même le fait que ces forces armées centrafricaines-là ne sont pas bien entraînées et ne disposent pas d'assez de matériel. Autre chose également, la circulation des armes lourdes. La Centrafrique fait partie des pays africains qui enregistrent le plus de circulation d'armes lourdes sur le continent, avec les conflits qu'il y a dans les pays qui sont limitrophes, qui sont tout autour de ce pays-là. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas solutionner d'abord ce problème-là? Je crois que c'est... Comme il a dit, hein, c'est un problème qui est en train d'être réglé. Je reviendrai un tout petit peu sur la présence des forces étrangères. Mais pour parler, mais qui était en Centrafrique depuis leur indépendance? La Centrafrique a besoin de certains accords spéciaux de défense. Ouais. Ils ont échoué. Les gens oublient que cette crise-là, ça a démarré longtemps. On a cherché des solutions à l'africaine. Des troupes sud-africaines ont été déplacées au début, à Bangui. Et même des missions. Des missions, oui. On a vu comment ça s'est terminé en termes de géographie. Depuis peut-être l'implosion de la Libye, effectivement, il y a une prolifération d'armes. Vers le Sahel et une bonne partie de Guinée. Mais il y a des commanditaires de ces déstabilisations. C'est la triste réalité. Ils avaient une présidente. Voilà. C'est-à-dire, elle a essayé de ramener l'ordre. Elle a créé des élections et c'est là où Touadéra a gagné. Mais dès qu'il a gagné, on a vu un Bozizé qu'on avait même oublié, qui était du côté de l'Ouganda, être transporté jusqu'au Tchad. On lui a donné les moyens et il a suscité une rébellion, il a fédéré. Alpha, on reste avec Bozizé. Non, il a fédéré ces chefs de guerre dont tu me parles là. C'est là où je voulais en venir. On va continuer d'ailleurs avec Bozizé. Cher, j'en viens à vous. Depuis 2013, avec le renversement de Bozizé et l'émergence de problèmes ethniques, la Centrafrique connaît des périodes d'instabilité dues au conflit armé. Il y a eu des missions de maintien de la paix, nous l'avons dit tout à l'heure, des accords de paix et bien d'autres solutions ont été essayées. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce mythe de Sisyphe? On a l'impression qu'on en est à un éternel recommencement en Centrafrique. Oui, comme je l'ai dit tantôt, Touadéra a dit qu'il va user de tous les moyens pour amener la paix en Centrafrique. Qui était en Centrafrique avant l'intervention russe, rwandaise, peut-être aux côtés des forces centrafricaines? Il faut le dire, c'est les forces françaises.
mais ils n'ont jamais apporté de solution. Mais aussi, est-ce à une nation étrangère d'apporter des solutions pour les problèmes d'un pays? Oui, ça c'est vrai. Ce n'est pas à une nation étrangère d'apporter des solutions à un pays. Mais donc, cette nation étrangère n'a qu'à laisser ce pays choisir ses partenaires qui peuvent l'aider à ramener la paix. Parce que cette nation étrangère prétend toujours qu'elle va utiliser ses forces pour intervenir dans ce pays. Mais qu'en est-il aussi des clauses de partenariat militaire qui les lient? Il y a eu des clauses de partenariat militaire, mais ces clauses de partenariat militaire aussi n'empêchent pas à un pays qui a sa souveraineté d'essayer de trouver d'autres partenaires. Mais Touadéra lui-même l'a dit. Il a dit qu'il va trouver d'autres partenaires et ces partenaires-là l'ont aidé à ramener la paix. Cher, je pense qu'on va recadrer le débat. Je pense que le problème pour la France, en tout cas, ce qu'ils ont dit, ce n'est pas le choix de la Russie, mais en fait du groupe privé Wagner qui a été choisi. La France va toujours nous dire que le problème, ce n'est pas la Russie. Mais regardez partout où la Russie intervient dans le monde. Mais vous savez que l'Occident et la Russie ne fument pas vraiment la paix. Mais cher, pourquoi la Russie ne le fait pas officiellement? Pourquoi la Russie ne le fait? On l'a dit tout à l'heure. La Russie, Lavrov comme Moscou ne reconnaissent pas de lien direct entre Wagner et le Kremlin. Donc aujourd'hui, pourquoi c'est un partenariat stratégique? Pourquoi ils ne reconnaissent pas cette proximité-là avec ce groupe? Même on va sortir un peu du débat, mais regardez ce qui se passe au Mali. Je précise que rien que cette semaine, le contingent russe, comme l'appellent les officiels centrafricains, ont été applaudis à l'Assemblée nationale. Une lettre de félicitations leur a d'ailleurs été décernée. Donc vous voyez, donc en Centrafrique actuellement, il y a la sérénité, il y a la paix qui est en train de revenir. Donc tout ça, c'est avec l'appui des partenaires, comme le Rwanda et la Russie. Mais regardez ce qui se passe au Mali. Mais on est en train de faire une propagande autour d'un groupe paramilitaire russe qui est en train d'intervenir un peu partout en Afrique pour nous dire que ces paramilitaires-là, ils commettent des exactions, ils commettent des crimes de guerre. Mais combien de groupes paramilitaires étrangers, américains ou j'en passe d'autres pays interviennent pour le Mali, les autorités de transition n'ont pas encore confirmé. Mais en tout cas, pour vous, tout simplement, pour vous montrer qu'il y a ce jeu des Occidentaux-là qui consiste à choisir pour les États ou d'autres États qui veulent intervenir. Donc je pense que c'est un jeu qui n'arrange pas actuellement l'Afrique, qui n'arrange pas aussi la Centrafrique. Mais je le dis et je le répète, Touadéra, la Centrafrique, ils ont le droit de choisir leurs partenaires. Ça, il faut quand même l'accepter pour ce pays-là. Alpha, aujourd'hui, quel doit être le rôle de Bozizé? Vous l'avez dit tout à l'heure, il a une certaine responsabilité dans cette instabilité-là qu'a connue la Centrafrique. Quel doit être son rôle aujourd'hui? Je vais répondre, mais j'aimerais clarifier sur la présence des Russes. Le président Touadéra a demandé officiellement à la Russie son soutien. Il n'a jamais demandé de soutien pour le combat, pour la restructuration des FACA. Il a demandé des armes. Attends. La Russie a confirmé ce que vous dites. Je suis d'accord. Voilà, non. Mais ma question, après, non. C'était plutôt par rapport au groupe Wagner. Non, je ne dis même pas groupe Wagner, parce que ça n'existe pas. Maintenant, pour ce qui est des combats, l'appui aux forces, aux troupes sur le sol, Poutine leur a dit, je ne peux pas le faire en vertu de mes obligations internationales. Mais vous pouvez vous adresser, nous avons des sociétés militaires privées qui pourront faire l'affaire. Les Américains l'ont fait avec Blackwater, avec Dynacorp, en Irak, un truc. Donc, mais là, pourquoi ça attise autant de trucs? Parce que ces paramilitaires russes les ont défaits en Syrie. Et en Centrafrique aussi, il semble qu'ils ont rétabli l'ordre. Voilà. Et pour en revenir à la question sur Bozizé, quel devra être son rôle aujourd'hui dans le retour de la stabilité en Centrafrique? N'a aucun rôle à jouer sur la stabilité. Il n'a pas de force. Il a quand même été président pendant 10 ans. Et quand il a commencé à avoir une dimension ethnocentrique, c'est là qu'on a que... Mais l'ethnocentrisme également, Alpha, l'ethnocentrisme en Centrafrique ne date pas de Bozizé également. Mais ils n'avaient pas de problème avant. Moi, je te parle de l'histoire. Depuis quand on a assisté à ces violations graves des droits de l'homme? C'est à partir de 2013. Mais avant 2013, toutes les communautés vivaient. Mais 2013, ça coïncide aussi avec la chute de Bozizé. Quand Touadéra a été président, il est allé aux Nations Unies leur dire demander la levée de l'embargo. Les gens oublient que pour tout ce qui touche
l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, au niveau du Conseil de sécurité, on te dit va voir l'ambassadeur français. Il est allé, on leur a dit, mais ce sont les Russes qui sont derrière l'embargo. Il a pris attache avec les autorités russes, on l'a invité en Russie. Quand il est allé, on lui a expliqué ce qui se passait. Et il a dit, mais moi, je vais régler ce problème. Et c'est là où la Russie lui a dit, dans ce cas, je vais t'aider à reformer ton armée et libre à toi si tu peux signer un contrat avec nos forces de sécurité privée. C'est ça la réalité. Cher, parlant de Bozizé, Alpha pense que Bozizé n'a aucun rôle à jouer pour le retour de la stabilité dans le pays. Mais selon vous, aujourd'hui, quelle doit être la responsabilité de Bozizé face à la situation actuelle que connaît son pays, surtout en tant qu'ancien chef d'État? Oui, Bozizé, en tant qu'ancien chef d'État, vraiment, il doit revoir ses positions par rapport à ce qui se passe. Vous savez, lors des élections présidentielles, Bozizé avait même activé des forces rebelles pour empêcher la tenue de ces élections-là. Donc, c'est quelque chose de clair. Donc, Bozizé, en tant qu'ancien chef d'État, il doit essayer aussi de trouver vraiment un terrain d'entente avec Touadéra pour essayer de ramener, de renforcer, je vais dire, la paix. Parce que la paix, actuellement, la paix a été ramenée par... Mais il s'est dit prêt au dialogue pour ce retour de la paix-là. Il s'est dit d'ailleurs, après avoir soutenu la coalition, par exemple, patriotique pour le changement, après avoir soutenu qu'il prenait acte, ils ont fait savoir qu'ils allaient contribuer au respect de ce cessez-le-feu-là. Oui, Bozizé, c'est pourquoi je vous dis que Bozizé doit contribuer vraiment à ramener la paix et à faire enclencher ce processus de paix entre l'État centrafricain, dirigé par Touadéra, et la plupart les forces rebelles. Donc Bozizé a un rôle à jouer. Mais il faut le dire aussi, Touadéra, quoi qu'on puisse dire, malgré tout ce qui se passe actuellement en Centrafrique, il a su ramener vraiment la paix au niveau de la Centrafrique avec l'intervention de ces forces-là, comme l'a dit le doyen. Maintenant, Bozizé, qu'il intervienne ou qu'il vraiment n'intervienne pas, cela n'empêche pas à l'État, qui a la compétence de ses compétences, de pouvoir rétablir la paix par la force ou soit par d'autres moyens qui vont permettre aux Centrafricains de retrouver la paix. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, cette puissance qui intervient depuis les indépendances jusqu'à présent n'a pas su amener la solution qu'il fallait aux Centrafricains. Maintenant, Touadéra avec ses partenaires ont su au moins pacifier un peu une bonne partie du pays. Donc je pense que c'est à féliciter. Alpha, j'ai l'impression que vous vouliez réagir par rapport à ce que disait Charles. Je voulais dire sur Bozizé toujours. Où est-ce qu'il est actuellement? Il est en exil. Et si vous vous souvenez, quand Idriss Déby est décédé, on a failli, on a évité une guerre entre la RCA et le Tchad. Pourquoi? Parce que des rebelles tchadiens, des rebelles centrafricains ont attaqué les FACA et se sont repliés en territoire tchadien en allant se réfugier dans des baraques qui appartenaient à l'armée tchadienne. Ça avait créé d'ailleurs un incident diplomatique entre les deux. Mais par la suite, les gens ont compris. Cette région déstabilisée, aucun pays, y compris le Cameroun, ne se sentira en sécurité. Cher Sadibou, j'en viens à vous. Aujourd'hui, quelle solution pour un retour effectif et définitif de la paix et de la stabilité en Centrafrique? La principale solution actuellement, c'est de vraiment, comme l'a fait Touadéra, de siffler la fin de la récréation, c'est-à-dire que tout le monde dépose les armes, qu'on trouve des accords au niveau interne d'abord, entre différentes factions pour essayer de stabiliser le pays, ramener la paix, mais aussi d'avoir l'aide de la communauté internationale, l'Afrique, surtout l'Union africaine, la force régionale aussi, l'organisation régionale, pour essayer aussi d'accompagner le pays vers un processus de paix qui va permettre aux Centrafricains vraiment de ne plus vivre ce genre de situation, car la Centrafrique vraiment ne mérite pas cela. Donc la principale chose qu'il faut faire actuellement, c'est de vraiment déposer les armes. Je pense que c'est la première des solutions. Alpha, aujourd'hui, quel devra être le rôle de ces instances sous-régionales-là, à savoir l'Union africaine, comme la CEDEAO dans cette situation-là en Centrafrique? Et même la CEMAC, puisque la Centrafrique se situe en Afrique centrale. C'est une combinaison. Hein. Si vous voyez, quand il y a eu le problème, le décès d'Idriss Déby, c'est la CEDEAO, le Tchad n'appartient pas à la CEDEAO, parce qu'il y a des problèmes à l'interne. Pour ce cas-là, pour parvenir à la déclaration de Touadéra, c'est l'Angola qui a joué les
les bons offices pour supplanter parce qu'il y a un réel problème au sein de la CEMAC. Hein, donc, aujourd'hui, ce que Bozizé doit savoir, c'est qu'il y a eu une victoire militaire sur ces tentatives de déstabilisation. Le président a fait amende honorable, veut la réconciliation, mais ceux qui étaient tolérés hier ne le seront plus aujourd'hui parce qu'on commence à avoir, la Centrafrique commence à avoir des forces armées, des forces de sécurité et de défense représentatives. Et au-delà de cette question de paix et de sécurité, cher Sadbou, la Centrafrique est également un pays très riche de ses ressources extractives, mais les populations aussi vivent dans l'extrême, la plupart des populations en tout cas, vivent dans la précarité. Aujourd'hui, comment renverser cette tendance-là ? Oui, ça c'est la plupart des pays africains. Au Sahel aussi, on a vu, la plupart des pays sont riches en minerais, mais vivent sous la pauvreté. La Centrafrique, c'est la même chose. C'est un pays extrêmement riche en matières premières, mais comme vous le voyez, c'est à cause de ces crises-là, le pays aussi est mal géré. Depuis l'indépendance jusqu'à présent, on a eu le phénomène Bokassa et d'autres, les Bozizé-là, les Catherine Samba-Panza, jusqu'à aujourd'hui Touadéra. Donc il faut que ces pays-là puissent vraiment retrouver la paix et qu'on puisse utiliser ces ressources économiques, ces ressources pour pouvoir aider la population, surtout à avoir du travail. Et comme vous le savez, l'Afrique d'aujourd'hui est marquée par la jeunesse. Aujourd'hui, la Centrafricaine est marquée par une forte population jeune. Donc, il faut aller dans un sens d'aider ces jeunes-là à trouver du travail. Sinon, ils vont être de plus en plus attirés par des forces rebelles ou des groupuscules pour défendre des idéaux qui ne vont pas amener ce pays-là dans la bonne voie. Aider ces jeunes-là à trouver du travail. Nous sommes à la fin de la première partie du débrief. On se retrouve juste après pour la deuxième partie. De retour sur ce plateau de Médian pour aborder la deuxième partie du débrief. Je commence avec vous, M. Alpha Wali Diallo. Aujourd'hui, quelle analyse faites-vous du différend qui oppose le président du Conseil souverain de transition du Soudan à son Premier ministre Hamdok? Oui, en fait, fallait s'y attendre. Hein. C'est à peu près ce qui s'est passé avec la transition malienne. C'est-à-dire, les dés sont pipés. Dès le départ, quand Omar el-Bashir, parce que ce sont les militaires qui l'ont renversé, suite, peut-être à des manifestations. Et depuis 1958 aussi, ce sont les militaires qui ont renversé les différents pouvoirs. Il y a des pays où on ne peut pas ôter la main des militaires. C'est comme l'Algérie. C'est la réalité. C'est comme la Mauritanie. C'est comme la Guinée. C'est-à-dire, nous avons nos réalités. Chez nous, soldats. Mais Alpha, si ce problème n'est pas résolu, on risque donc de connaître un éternel recommencement. Non. Il faut laisser aux Soudanais le soin de régler ce problème. Il n'appartient pas au gouvernement de transition de régler des problèmes de souveraineté. Et au Soudan, les gens savaient qu'on allait avoir ce genre de problème. Hamdok, c'est un membre de l'Atlantic Council. C'est un laïc. Il y a l'islam qui est présent au Soudan. L'armée est islamisée. Tu ne peux pas faire sans eux. Et ceux qui sont derrière Hamdok lui disent, prends tes responsabilités, sépare-toi de l'armée. Il va droit au mur. Mais se séparer de l'armée chère, est-ce que cela ne risque pas aussi de bloquer la transition au Soudan? Oui, cela risque de bloquer la transition au Soudan, mais comme l'a dit le doyen, le président de la transition, Abdel Fattah al-Burhan, Hamdok, Abdel Fattah al-Burhan réclame la démission du gouvernement, ce qui est impossible. Hamdok refuse. Hamdok dit qu'il ne va pas dissoudre le gouvernement. Le président de la transition nous dit que sa sécurité même est menacée à cause de ce coup d'État manqué. Le ministère des Forces armées n'a pas réussi à assurer sa sécurité, ce que nous dit le président de transition. Donc tout simplement pour vous dire qu'il y a un querelle entre militaires et civils au sein du gouvernement. Et des populations qui manifestent pour demander que le gouvernement soit C'est ce qui est paradoxal. Mais l'autre truc qui est paradoxal, c'est qu'on voit
une partie de la population manifestait pour demander que les militaires reviennent au pouvoir. C'est ça qui est paradoxal, ce qui se passe au Soudan. Tout simplement pour vous dire qu'il y a une tradition militaire ancrée dans ce pays-là, comme l'a bien cité le doyen au niveau de certains pays africains. Donc, chaque pays a ses réalités par rapport à l'armée. Donc, le Soudan n'échappe pas à ces réalités-là. Et le Soudan a une très forte tradition religieuse au niveau de son armée. Vous l'avez vu, Béchir, lorsqu'il était au pouvoir. La guerre au Darfour, l'intervention des milices janjaouites qui commettaient des crimes contre l'humanité. Donc pour vous dire que ce pays-là vraiment risque d'aller vers un blocage, mais il faut laisser le soin aux Soudanais d'aller vers une transition démocratique et d'aller vers de véritables élections, des élections libres qui vont permettre aux Soudanais, au moins pour une première fois de leur vie, de voter normalement et démocratiquement et ne pas aller dans ce sens de répéter les coups d'État. Cher, par rapport à cette transition démocratique, Hamdok, nommé en août 2019, compte poursuivre son mandat jusqu'à son terme, je l'ai dit tout à l'heure, afin de conduire la transition soudanaise vers la démocratie pour faire respecter la promesse faite aux forces de la liberté et du changement. Pensez-vous aujourd'hui que les militaires soient dans les mêmes dispositions au vu de toutes ces décisions qu'ils sont en train de prendre? Au vu de toutes ces décisions que Hamdok est en train de prendre, il faut le dire, les militaires, ces décisions ne les arrangent pas. Car, comme je l'ai dit tantôt, le Soudan a une tradition militaire au sein de son gouvernement, au sein aussi de ses institutions. Les militaires ont l'habitude de contrôler ce pays. Ce pays a connu plusieurs coups d'État et plus de 8 coups d'État manqués. Qui ont été faits par les militaires. Donc tout simplement pour vous dire que le Soudan actuellement est dans une phase où il faut forcer soit la transition, aller vers une transition démocratique, des civils vont revenir au pouvoir, on va avoir un président, un premier ministre ou un processus démocratique normal, ou laisser le soin aux militaires de gérer le pays. Alpha, est-ce que ce sera chose facile de forcer la transition pour que ça aille jusqu'à son terme? Moi j'aimerais, quel est le problème entre le Premier ministre et le président? Selon le Premier ministre, le problème n'est pas entre civils et militaires, mais c'est plus entre pro-démocratie et ceux qui veulent plutôt de régime militaire. Non. Ça, c'est la version donnée par le Premier ministre. Moi, je ne me mets pas sur la qualification, sur le narratif des mainstream médias pro-démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ce sont des... l'explication de Hamdok par rapport à la situation. Hamdok, c'est un membre de l'Atlantique Council. On aura toujours des problèmes avec nos régimes de transition s'ils sont driftés par l'extérieur. Si on laisse les Soudanais eux seuls, ils peuvent régler le problème. Et encore une fois, ce sont des militaires qui ont déposé Bachir. Parce que quand même, il y avait des militaires qui soutenaient Bachir. Il y a d'autres qui étaient contre ce qu'il faisait. Comme Bachir aussi l'avait fait en 89. Non, je dis, on peut aller à Gafar el Nimeri. Assane-toi, je connais l'histoire du Soudan. Ils vont mobiliser les efforts. D'ailleurs, les 2/3 des ressources en pétrole du Soudan se trouvent dans le Sud-Soudan. Et ils veulent prendre le Darfour. Ils veulent prendre le Darfour, exactement. Il y a de l'uranium et tout ça. On sait aussi que le Soudan est riche en minerais. Donc tout cela, vous savez, actuellement, on est dans une bataille géopolitique internationale. Les États, ces puissances mondiales-là vont peser de leur poids sur ces pays-là où il y a énormément de richesses. Ils vont tout user et manipuler et mettre en selle le représentant uniquement pour soit diviser ces pays-là et avoir une personnalité qui va leur permettre de trouver des accords pour exploiter ces minéraux-là. C'est le cas du Soudan. Hamdok, certes, oui, il est actuellement le Premier ministre de transition, mais il faut qu'il organise des élections pour que ce pays-là puisse aller dans un processus démocratique normal. Mais ce coup d'État manqué-là, nous dit-on, a été prémédité par des pro-Béchir. Donc ça vous montre que le mal est profond. Donc au sein de l'armée, il y a des dissensions jusqu'à présent. Ce pays a une forte tradition militaire. Donc je pense que le Soudan actuellement doit vraiment essayer de... Hamdok, je veux dire, doit essayer de vraiment retrouver la paix et de vraiment mener la transition vraiment vers une démocratie. Je reste avec vous, cher. Face à cette nouvelle crise au sommet de l'État entre les militaires et Hamdok, le cabinet du Premier ministre a annoncé la mise en place d'une cellule de crise. L'objectif est de tenter de baisser les tensions, comme ils l'ont dit. Pensez-vous aujourd'hui que les hauts gradés militaires seront de la partie pour tenter de trouver une solution à cette situation? Oui, parce que d'après le président de transition lui-même, il était allé
à Khartoum, dans une base militaire où il a eu prémisse que c'est de là-bas où est partie cette tentative de coup d'État-là, pour avertir les forces armées qu'il faut qu'on mette ces coups d'État-là aux oubliettes et qu'on engage le pays vers une transition démocratique. Mais cela n'empêche pas... Vous savez, le Soudan, c'est un grand pays. C'est un pays qui a je dirais une forte armée, une très grande armée. Une armée qui s'est un peu battue pendant plusieurs années dans divers théâtres d'opération. Mais une armée très divisée également. Mais une armée très divisée. C'est cette division-là qui risque de poser problème avec cette transition-là. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a des généraux, il y a des militaires au sein de cette armée qui sont favorables à un coup d'État. Et ça risque de se répéter. En tout cas, si cette transition n'est pas bien menée par Hamdok, pour amener les Soudanais vers une transition démocratique, nous risquons d'assister encore à un problème entre le pouvoir central et les civils qui sont dans le Alpha, vous voulez réagir? Non, je dis tant que Hamdok ne mettra pas de l'eau dans son vin, n'obéira pas aveuglément à ses commanditaires, on aura ce genre de problème. Il faut y aller parce que le Soudan a été mis à genoux durant l'ère Bachir. Tous les robinets ont été fermés. C'est ce qui a conduit à sa chute. Qu'est-ce qu'on dit à Hamdok maintenant? Oui, on peut te prêter de l'argent, livre-nous Bachir. Mais Alpha, le mandat d'arrêt contre Béchir date de bien avant cela. Je vous rappelle juste lors de son voyage en Afrique du Sud, quand la CPI avait demandé à... Pourquoi on ne l'a pas extradé? Parce que l'Afrique du Sud avait refusé. Pourquoi l'Afrique du Sud, un pays de droits de l'homme, refuse? Comme on a fait à Gbagbo. Quand on le livrait, tout le monde était là à dire non, c'est là, c'est... 10 ans après, on nous dit il n'a rien fait. Mais au moins, il a été blanchi. Au moins, Gbagbo a été blanchi. Non, mais la Côte d'Ivoire a perdu 10 ans. Ce n'est pas la personne de Gbagbo. Qu'est-ce qu'on a perdu? Avec Béchir, c'est la même chose. La solution serait de juger Bachir au Soudan. Le problème, c'est ce qui a été décidé. Ils ne veulent pas de ça parce qu'ils disent qu'il sera emprisonné, on va le relâcher. N'oubliez pas que Ben Laden, à un moment donné, était au Soudan. Oui. C'est-à-dire qu'il faut faire payer au Soudan toute cette condescence vis-à-vis de l'Occident. Je ne vous interromps pas. Même Ben Laden, lorsqu'il était au Soudan, pourtant Béchir avait averti aux Américains et les a dit que ce gars-là qui est actuellement au Soudan, que vous avez formé, il est dangereux et il se prépare à commettre des attentats. Et ces gens-là qui réclament la tête de Béchir au niveau de la CPI. Mais pourtant, au niveau de leurs pays respectifs, il y a des dirigeants qui ont commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, mais qui ne sont pas aujourd'hui réclamés par la CPI parce que tout simplement... Mais parce qu'ils ne reconnaissent pas aussi la CPI. Ils ne reconnaissent pas la CPI. Non, ils reconnaissent. Mais ils ne sont pas membres. Un pays comme les États-Unis quand même... Non, je ne parle pas des États-Unis. La France reconnaît... La France... Ils n'ont pas signé le statut de Rome. La France reconnaît la CPI. Bush et Tony Blair, ce qu'ils ont fait en Irak, qu'est-ce qu'il y a plus pire que ça? C'est des crimes contre l'humanité, où des millions d'enfants ont été tués. Comme on l'a dit tout à l'heure, le cas de Bush, c'est différent dans la mesure où ils n'ont pas ratifié le protocole de Rome. Vous savez, là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils n'ont pas ratifié le statut de Rome, mais ils ont un mécanisme qui leur permet d'activer le procureur de la CPI. Mais comment un État qui ne fait pas partie, qui n'a pas ratifié le statut... Mais là, il y a aussi la responsabilité de la CPI en tant que telle. Voilà, donc tout cela, vous vous dites... Qui a créé la CPI? C'est une organisation récente. Laissez-le terminer. Non, mais le on est sur la même longueur d'onde. Donc, pour vous dire qu'eux, ils ne sont pas membres de cette CPI-là, ils n'ont pas ratifié le statut de Rome, mais ils se permettent d'engager, d'activer le procureur de la CPI pour qu'ils poursuivent Omar El-Béchir. Alors qu'eux, ils protègent des criminels dans leurs pays respectifs et les juges. Les Américains, ils ne vont jamais laisser à un autre État ou une organisation juger George Bush. Les Anglais, c'est la même chose pour Tony Blair. Mais nous, Africains, comme l'a dit le doyen, on veut nous ridiculiser tout simplement. On veut venir pêcher Béchir, l'amener, faire des va-et-vient, dire que oui, il a fait tel ou tel. On ne dit pas que Béchir n'a rien fait. Béchir, il faut le dire aussi, il a eu à faire des crimes. Ça, c'est une réalité. Mais il faut mettre tous ces criminels-là sur le même pied. Donc, cher, quelle solution aujourd'hui pour le cas Béchir? Pour le cas Béchir, je pense qu'il faut laisser aux Soudanais, au peuple soudanais, au gouvernement soudanais de prendre des décisions concernant son cas, que les tribunaux soudanais puissent le juger normalement et en vraiment veillant sur tous ses droits. C'est tout simplement cela.
Je reste avec vous. Donc, après son indépendance en 1956, je l'ai dit tout à l'heure, le Soudan a connu 2 ans plus tard déjà un coup d'État militaire. D'autres ont suivi tout au long des années, jusqu'à la chute d'Omar el-Béchir en 2019. Aujourd'hui, qu'est-ce qui explique selon vous cette instabilité récurrente qu'a connue le pays? Oui, le Soudan... Et surtout cette toute-puissance des militaires, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui, ça aussi, il faudra consulter l'histoire. Comme vous le savez, le Soudan, il y a toujours eu le nord et le sud. Le nord qui a été plutôt arabisé, si je peux m'exprimer ainsi. Le sud subsaharien. Et le sud subsaharien. Donc le nord a toujours eu la main sur le sud. Même lors de la formation des gouvernements après l'indépendance, on a vu que toujours c'est le nord qui primait sur le sud. Donc ce sont ces problèmes-là. C'est d'ailleurs ce qui est à l'origine de la scission avec le Sud-Soudan. C'est ce qui est à l'origine de cette scission, mais c'est ce qui est aussi à l'origine même de la guerre au Darfour qui a fait des millions de morts. Donc tout simplement pour vous dire que cette instabilité a été pratiquement créée par des problèmes qui datent depuis la colonisation avec l'Empire britannique. Donc maintenant, il faut aller dans un sens de vraiment d'une réconciliation nationale entre Soudanais. Ce qui se passe actuellement entre le nord et le sud, vous le voyez. La plupart des richesses sont actuellement au sud, c'est-à-dire le pétrole. Donc le Soudan, le nord actuellement dépend un peu du sud. Le nord aussi a des problèmes économiques. Il y a la famine, il y a la crise économique. Même il n'y a même pas longtemps, le prix du pain a augmenté. Tout simplement pour vous dire que le Soudan actuellement traverse une grave crise qu'il faut appuyer. L'Union africaine doit l'appuyer. On doit essayer de trouver des solutions pour que ce pays puisse revenir vraiment à la paix. Alpha, comment arriver à une réconciliation entre Soudanais? Il faut laisser aux Soudanais le soin de trouver une solution soudanaise à leur dysfonctionnement. Et encore, j'aimerais... il n'y a eu que 2 coups d'État au Soudan. L'un contre Gafar el-Nimeri, l'autre contre... Il y a eu maintenant des batailles de pouvoir. Et comparaison n'est pas raison. Il a dit qu'il y a eu toujours un problème entre le nord et le sud. Au Mali, c'est un problème entre qui? Le nord également. Au Cameroun, c'est un problème entre l'Est et l'Ouest. Et encore, c'est-à-dire, il faut qu'on sorte de ces paradigmes-là. Moi, la plus grosse erreur de l'OIA a été d'entériner la balkanisation de l'Afrique à travers les frontières reçues de la colonisation. Comment solutionner ces problèmes aujourd'hui occasionnés par la balkanisation, puisque la balkanisation de l'Afrique est... L'intégration. L'intégration. Il n'y aura plus de frontières. Regarde, tous nos frontières sont droits. Donc n'avons-nous pas sauté les étapes, Alpha? On parle déjà d'une Union africaine. N'avons-nous pas donc sauté les étapes? Non, l'Union africaine, pour parvenir à une Union africaine intégrée, on a décidé d'y aller par les blocs régionaux. Et en termes d'intégration, aujourd'hui, la partie qui est la plus intégrée, c'est la CEDEAO. Vient la SADC, la CEMAC, cette région-là, elle est derrière. Pourquoi? Et c'est parce que c'est la région la plus riche. On crée des conditions pour qu'on tarde dans nos aspirations. Mais on va réussir. Cher, aujourd'hui, comment réussir à faire retrouver ces différentes franges de la population soudanaise pour aujourd'hui arriver à cette stabilité-là qu'ils veulent dans le pays? Oui, comme l'a dit notre doyen, il faut laisser aux Soudanais le soin de prendre des décisions, de s'unir, de se retrouver autour d'une table pour parler de la paix et de parler de communion entre peuples. Car le problème au Soudan, on peut dire que ce problème-là se trouve dans la plupart des pays africains, les problèmes ethniques. Au Sénégal, on a beaucoup d'ethnies. En Centrafrique, même chose. Au Soudan aussi, c'est la même chose. Mais il se trouve que la plupart de ces ethnies-là n'ont pas de point focal pour se rassembler autour de l'essentiel. Ici, au Sénégal, nous avons le cousinage ethnique. Maintenant, au Soudan, certes, ils ont les réalités qui leur permettent de se retrouver autour de l'essentiel. Mais ce pays a une forte tradition militaire. Ce pays est fortement armé. La population soudanaise, la population civile même, est fortement armée. Donc, il faut aller dans un sens de vraiment corriger cela, permettre aux Soudanais de se réunir, de discuter de l'essentiel avec l'appui d'un gouvernement pacifique, d'un gouvernement de transition qui va organiser des élections normales et que chaque Soudanais puisse se retrouver au sein de ce gouvernement-là. Alpha, comment en arriver là? Comment en arriver là par rapport à la proposition de Cheikh Sadibou? Aujourd'hui, la meilleure solution, c'est de laisser les Soudanais, en fonction de leur histoire, de leur réalité, de façon africaine, de régler ce problème. D'autant plus qu'ils sont entre eux, entre
blancs. Mais aujourd'hui, ce que vous demandez là, cette Soudanais. responsabilité, pensez-vous qu'elle est assumée par ces Soudanais-là, le fait de trouver des solutions soudanaises à ce problème soudanais? Mais bien sûr, on est tous sous le diktat du système des Nations Unies, à travers le FMI et tout ça. C'est ça le problème. Samir Amin a appelé pour la déconnexion. C'est ça la déconnexion. Mais depuis nos indépendances, on voit que ça ne marche pas. Mais peut-on aussi s'en déconnecter dans un monde globalisé, Alpha? Non, se déconnecter ne veut pas dire couper les liens. Mais il y a des fondamentaux qu'on doit se réapproprier. Lesquels, par exemple? La souveraineté monétaire, la souveraineté en matière de sécurité et tout ça. Tout ça, it's outsourcing. C'est sous-traité et on aura toujours des problèmes. Cher, cela aussi explique une certaine responsabilité de nos États. Aller jusqu'à sous-traiter notre sécurité et d'autres aspects de notre souveraineté même, il y a une certaine responsabilité de nos États. Cela vous montre qu'il y a plusieurs failles dans la plupart des pays africains. Parce que la première souveraineté qu'un État doit avoir, c'est une souveraineté sécuritaire. C'est ce qui pose problème, ce qui pose défaut dans la plupart des pays africains, d'où les accords de défense que les pays francophones ont signés avec la France et d'autres accords. Maintenant, il faut essayer, entre Africains, d'essayer de trouver des solutions par rapport à ces problèmes sécuritaires-là. Parce qu'on ne peut pas s'attendre à chaque fois à l'intervention de la Chine ou de je ne sais pas quel autre pays pour venir régler nos problèmes sécuritaires internes ou régionaux. Par exemple, ce qui se passe au Mali, normalement, en Afrique de l'Ouest, il fallait avoir une force extrêmement puissante pour pouvoir intervenir au Mali. Mais regardez ce qui s'est passé. Kadhafi l'avait proposé à l'époque, mais pourquoi ça traîne toujours? Mais une simple déstabilisation de la Libye a déstabilisé tout le Sahel. Maintenant, imaginez, les chefs d'état-major des armées ouest-africaines s'étaient réunis et avaient proposé une solution, l'ont déposée sur la table des Nations Unies, mais les Nations Unies ont refusé, tout simplement prétextant que nos armées n'ont pas de moyens économiques pour pouvoir intervenir dans une longue durée. Mais cher, c'est aussi une réalité, ce problème de moyens de nos armées. Oui, c'est une réalité. Les États sont en train de cotiser pour pouvoir appuyer nos États là, pour mener la guerre au Sahel. Ça montre que tout simplement qu'un problème sécuritaire, il faut le régler. Et le problème sécuritaire risque de se prolonger. On est en 2021. Je projette d'ici 5 ou 10 ans, si on ne règle pas ce problème sécuritaire-là, on risque d'avoir de gros problèmes. Parce que l'Afrique continue de grandir, la jeunesse arrive. Donc, surtout aussi avec la succession de coups d'État que l'on connaît un peu partout. Oui, vraiment. C'est pourquoi il faut essayer de trouver une solution à ce problème sécuritaire-là. Sinon, la plupart des jeunes seront influencés par d'autres forces qui vont les amener à faire des choses qu'on ne souhaite pas. Donc, à nos États de trouver une solution à cela, au lieu de parler matin, midi et soir de politique et de processus électoral qu'on n'a pas résolu depuis 60 jusqu'à présent. Il est temps qu'on puisse tourner la page. L'Afrique doit grandir. Quand même, on est au XXIe siècle. Tous les autres continents, tous les autres pays avancent avec leurs jeunes qu'ils mettent en avant. Mais en Afrique, on a tendance toujours à ne pas régler nos problèmes vraiment, surtout sécuritaires. Donc je pense que nos États-là doivent faire un effort concernant ce domaine-là. Alpha, aujourd'hui, comment arriver à ce que cette jeunesse africaine ne soit plus endoctrinée et engagée dans des guerres qui ne sont pas au moins qui ne sont pas leurs guerres? Je ne crois pas à ça. Cette jeunesse africaine que je vois, que je contacte, n'est pas endoctrinée, n'est pas sous la coupole des... Ça, c'est une rhétorique occidentale. Mais ce que l'on voit, Alpha, ce que l'on voit dans le Sahel, ce ne sont pas des étrangers qui sont là. Non, il y a combien ce sont des jeunes qui... Il y a combien de jeunes... Dis-moi, à combien se chiffrent ces éléments rebelles? Au-delà du chiffre, ce sont des jeunes Africains. Au-delà du chiffre, ce sont des jeunes Africains. On a des problèmes de développement. Je vous ai entendu tout à l'heure dire que nos armées africaines sont confrontées à un problème de moyens. On a parlé d'appropriation de souveraineté. Comment peux-tu être riche, assis sur des trucs, et ne pas avoir de quoi acheter des armes? Est-ce que vous savez une chose? De nos gouvernements. Non, attention. Non, les accords dont je te parle là n'ont pas été signés au moment de l'indépendance. Les accords de défense. Pas au moment de l'indépendance, mais ce sont nos gouvernements qui sont là. Et ce sont eux qui prennent les décisions au nom du peuple. Il faut changer ces gouvernements maintenant. On est arrivé où, avec la transition démographique, aujourd'hui, ces dirigeants ne tiennent plus. Ils sont en déphasage parce que je l'ai vu dernièrement en commentant le sommet de Montpellier. Il y a des gens qui tirent sur ces jeunes-là. Non, ces jeunes, mais ce ne sont pas des jeunes.
30, 35 ans, 40 ans. Ce ne sont pas des jeunes, ils peuvent tenir une nation. Il faut les écouter et y aller dans le sens de leur desiderata. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Alpha, écoutez la jeunesse africaine. Malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau M. Alpha Wali Diallo. Vous êtes spécialiste en relations internationales. Toujours un plaisir de vous recevoir. Panafricain aussi, le plaisir est partagé pour que ce siècle soit le siècle de l'Afrique. J'y crois profondément. Le siècle de l'Afrique, un plaisir aussi de vous avoir reçu, cher Sadibou Ndiaye, spécialiste également en relations internationales. Merci d'avoir été avec nous. Merci, comme l'a dit le doyen, panafricain à vie. C'était tout pour ce numéro du débrief. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur nos antennes.